Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Bémitia Ouattara, acteur associatif au sein de la diaspora ivoirienne, mais aussi acteur politique. À la dernière présidentielle ivoirienne, vous étiez ici pour soutenir la candidature de M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes à Paris pour battre campagne pour le oui, pour le prochain référendum. Dites-nous exactement, quels sont les enjeux importants de ce nouveau projet de constitution qui vous pousse, vous, à croire en lui et à demander aux Ivoiriens de la diaspora de voter oui? Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour M. Jean-Paul Leroux. Bonjour M. Tidanola. Alors, j'appelle les Ivoiriens de la diaspora à voter oui pour la nouvelle constitution parce que je l'ai lu du premier article jusqu'au dernier article et là-dedans il y a des avancées notables. En la lisant, je me suis rendu compte qu'elle tirait donc les leçons de notre histoire politique récente et aussi constitutionnelle. Elle condamnait également toute mode d'accession au pouvoir, autre que par la voie démocratique. Et il y a une disposition toute particulière qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'elle permet en tout cas pour la première fois de notre histoire aux Ivoiriens de la diaspora à avoir donc des parlementaires. Vous savez, j'ai longtemps considéré cela comme une injustice faite aux Ivoiriens de la diaspora. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tous les partis politiques sont représentés ici en France. On a le plus vieux parti politique, donc il y a le PDCI, qui a une représentation ici, le FPI, qui a sa représentation ici. D'ailleurs, je salue mon ami Georges Aka, qui défend en tout cas les couleurs donc, de son parti. Il y a le RDR. De façon claire, nous faisons de la politique pour les différents partis donc, en Côte d'Ivoire. Donc, il est tout à fait logique au jour d'aujourd'hui que donc, ces Ivoiriens de la diaspora qui s'intéressent à la vie politique de leur pays, même étant à des milliers de kilomètres d'Abidjan, puissent prendre part à cette nouvelle chambre parlementaire qui s'ouvre par le biais du Sénat, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a une question qui se pose à beaucoup d'observateurs de la vie politique. C'est de savoir est-ce qu'il était vraiment opportun, est-ce que c'était le moment, est-ce que c'était le temps pour le chef de l'État d'initier un changement de constitution en Côte d'Ivoire, pendant qu'aujourd'hui, la réconciliation nationale est en panne. Vous savez, pendant très longtemps, on a accusé, à justice d'ailleurs, nos chefs d'État, nos hommes politiques, de ne pas respecter la promesse de campagne. Ce n'est pas la nouvelle constitution, elle n'est pas née comme ça dans l'esprit du chef de l'État un soir ou un matin. Il l'a dit pendant la campagne qu'il, s'il était élu, qu'il donnerait à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution. Non mais ils sont sérieux, ce ne sont pas, à ça le chef de l'État n'a pas tenu toutes ses promesses de campagne. Donc si elle ne la tient pas, il n'y aura pas mort d'homme. Ah si, bien sûr, je veux dire que c'est pas parce qu'on n'en tient pas une qu'on ne doit pas tenir toutes les autres. Il a annoncé 5 universités pour 5 universités pour une année de chaque mandat. Durant son premier mandat, on n'a pas vu ces universités. Bon, il n'y a pas eu mort d'homme. Non mais ce que je veux vous dire, au moment où le chef de l'État justement annonçait les 5 universités donc pendant la campagne, nous étions dans une situation on ne peut plus normale. Sauf que, sans ignorer les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, c'est à la suite donc d'affrontements avec l'ancien régime qui était en place, tout simplement parce que l'ancien régime refusait de reconnaître le résultat des urnes. Donc ce qui a naturellement causé d'énormes dégâts aux Ivoiriens et aussi à la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, ce qui était plus important, en tout cas, c'était de parler au plus urgent. Le plus urgent étant donc... de changer la constitution. Ah non, attention, la constitution, il n'a pas changé au premier mandat, il a changé au second mandat. Donc, le premier mandat le plus urgent pour lui, d'abord, c'était effectivement la réconciliation, comme vous l'avez dit. Mais qui est en panne. Attendez, elle a beau être en panne, mais je suis désolé de vous le dire qu'il y a quand même eu la CDVR en son temps qui avait été installée, donc les tensions. On attend encore les résultats. Les résultats sont connus. Ah bon? Oui, les œuvres de la CDVR sont connus. Peut-être me diriez-vous que l'application est un peu lente, mais
Vous savez qu'il y On a les conclusions des travaux de la CDVR. M. Bani a remis les conclusions des travaux de la CDVR il y a de cela plusieurs mois, si ma mémoire est bonne. Oui, au président de la République. Oui. Mais est-ce qu'ils ont été rendus publics? Mais attendez, monsieur Jean-Paul Leroux, la CDVR a fait un travail. Vous m'avez demandé tout à l'heure que pourquoi ne pas réconcilier les Ivoiriens. Je vous dis que le chef de l'État a mis en place donc un organisme qui devait charger de ça, qui était la CDVR. Et quand il s'est rendu compte que la CDVR n'avançait pas au rythme qu'il souhaitait, la CDVR donc a rendu donc son bilan et elle a été remplacée par la CONARIL. Et aujourd'hui, avant donc à la question quand il prenait le pouvoir, vous savez, le pays était coupé en deux, ce n'est plus le cas. Quand il prenait le pouvoir, il y avait deux armées, ce n'est plus le cas. Donc on peut dire que la réconciliation entre elles est en marche, même si elle ne va pas à notre rythme. Ok, d'accord. Revenons sur la question de la Constitution. En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs, surtout l'opposition ivoirienne, même celle qu'on estime être l'opposition chouchou, Daffy N'Guessan, rejette globalement ce texte parce qu'elle estime que c'est une initiative personnelle du chef de l'État. Il a initié ça, c'est ses pensées, c'est sa volonté qui a été traduite là-dedans. Il voulait tout simplement régler la question de sa succession. Comment vivez-vous cet état d'esprit que toute l'opposition rejette en bloc un texte normalement qui est censé être réconciliateur ou du moins consensuel? Ce que j'aimerais dire, l'opposition fait son travail. Dans une nation, l'opposition doit s'opposer et le gouvernement gouverne. Maintenant, ne demandez pas à l'opposition de faire le travail du gouvernement. Par contre, moi, ce qui m'intéresse au fait j'allais dire, la façon de réagir de l'opposition, qu'elle dise quel est l'article qu'elle condamne de la nouvelle constitution, quels sont les articles qu'elle condamne de la nouvelle constitution. Après de cet instant, on pourra peut-être largement discuter, mais dire qu'on rejette tout, alors même que la nouvelle... Excusez-moi, monsieur Euro, alors même que la nouvelle constitution est largement inspirée des accords de Marcoussis signés par cette opposition-là, vous allez comprendre quelque part que ce n'est plus un débat d'idées, mais plutôt un débat politicien. Non, mais... ou de positionnement. Monsieur Bémitian, Monsieur Ouattara, vous n'allez pas nous dire que l'opposition n'a pas évoqué les éléments pour lesquels il récriminait ce texte. Ils l'ont dit clairement, ça pose un problème éthique, puisque imaginez que qu'un candidat à la présidentielle ne puisse pas déposer qu'on ne réclame pas ou qu'on ne demande pas au candidat présidentiel un casier judiciaire, pendant qu'on demande aux simples petits citoyens qui passent au concours de police de produire un casier judiciaire, pendant qu'on demande à n'importe qui passe un concours administratif de produire un casier judiciaire. Au président de la République, celui qui va être chef des armées, celui qui va être chef de l'administration, on ne lui demande pas un casier judiciaire. Donc voilà, ça pose un problème moral qu'ils ont évoqué. Ils ont posé aussi un problème politique au niveau de la séparation des pouvoirs. Comment ça se fait que le président de la République, qui représente l'exécutif, puisse avoir une mainmise dans le législatif, puisqu'il nomme le tiers entier du Sénat? Voilà un certain nombre d'éléments, deux que j'évoque, que l'opposition récrimine. Ce n'est pas un rejet en bloc au sens... Monsieur Euro, sincèrement, j'aimerais savoir si les arguments que vous avancez ici sont ceux de l'opposition ou sont vos arguments. Parce que, excusez-moi, parce que vous venez de dire que pour un simple citoyen, on lui demande un casier judiciaire. Oui. Et dans plusieurs cas, on demande effectivement des casiers judiciaires aux Ivoiriens pour savoir s'ils n'ont pas été condamnés à des actes. Mais dans la Constitution, c'est clair. On nous dit que le candidat doit jouir de ses droits civiques. Donc ça résout la question. Maintenant, si votre question... Ça résout la question. Enfin, je veux dire que ça répond du moins à la question. Donc quand on jouit de ses droits civiques, ça veut dire qu'on a un casier judiciaire qui est propre. Quand on jouit de ses droits civiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas un casier judiciaire qui est entaché de régularité, par exemple. Bien sûr. Puisque quand vous commettez un délit... Un casier judiciaire, c'est le CV de toute condamnation judiciaire, c'est tout. Oui, mais dans ce cas, on est tous d'accord que si vous êtes condamné, vous ne jouissez plus entièrement de vos droits civiques. On a été condamné. Non, excusez-moi, oui. On a été condamné, on a purgé sa peine. Une fois que la peine est purgée, mais si la peine n'est pas totalement purgée, et en plus le casier judiciaire n'efface pas automatiquement
j'allais dire, n'efface pas, ne vous donne pas totalement tous les droits quand la peine est purgée. Non, elle vous redonne vos droits au bout d'un certain temps. Mais je voudrais qu'on sorte complètement de ce juridisme. Enfin, c'est pas du juridisme, ça pose un problème moral pour l'opposition. Parce que l'opposition se dit, quelqu'un qui a un casier judiciaire, qui a 2 ou 3 lignes, sa moralité est d'emblée douteuse pour l'administration. Comment celui qui prétend être le digne représentant de la Côte d'Ivoire n'est pas amené, ou du moins le conduit pas à présenter son casier judiciaire qui pourrait permettre au moins, qui serait le premier élément de jugement de sa moralité. Justement, c'est là que se pose la question. Voilà pourquoi certaines oppositions disent qu'aujourd'hui, cette constitution permet à n'importe qui, on n'a pas l'occasion de vérifier sa probité, si il est de bonne ou de mauvaise probité. Voilà, justement, c'est ce que je veux dire. L'opposition estime que le casier judiciaire est un élément de jugement de validation de la moralité d'un individu. Voilà le problème moral que cela pose. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la question aussi de la séparation du pouvoir. L'opposition dit, vous êtes le président, vous êtes détenteur de l'exécutif. Ah, qu'est-ce que vous cherchez dans le législatif en nommant le tiers du Sénat? Voilà des questions auxquelles moi j'estime que vous êtes capable de répondre, histoire de rassurer ceux que vous appelez à voter oui. Oui, effectivement, mais comme je vous le disais tantôt, je dis, quand vous avez un casier judiciaire chargé, naturellement, vous ne jouissez plus de tous vos droits civiques, c'est clair et net. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous attardez à me dire que non, le casier judiciaire peut être chargé, mais vous jouissez de vos droits. Non, vous ne jouissez plus totalement de tous vos droits, en tout cas, au moins pendant un certain temps, première chose. Second point, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est tant offusqué du fait que le chef de l'État nomme certaines personnalités au Sénat. Je m'en explique. Dans certains pays, la quasi-totalité des sénateurs sont nommés, c'est vrai, peut-être pas de la même façon. On va revenir encore à l'exemple du Canada. Excusez-moi, permettez-moi de finir. Je dis bien, dans certains pays, la quasi-totalité des sénateurs sont nommés, peut-être pas de la même façon. Mais vous savez, moi je suis un démocrate. Je sais que plus il y a de monde, plus il y a de la démocratie. Et si vous avez lu la Constitution, je suis sûr que vous l'avez lu, on dit 1/3 des sénateurs sont nommés donc par le chef de l'État. Et les 2 autres tiers sont élus au suffrage universel indirect. Donc par les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers régionaux, les députés, les maires et autres. Mais vous êtes sans... Et aussi des Ivoiriens de la diaspora. Mais vous êtes sans ignorer que dans la diaspora, il n'y a pas de grands électeurs. La diaspora n'a pas de grands électeurs, la diaspora n'a pas de maire, n'a pas de députés, n'a pas de conseils régionaux. Donc expliquez-moi comment est-ce qu'on ferait pour nommer des Ivoiriens de la diaspora. Comment est-ce que des Ivoiriens de la diaspora pourraient être parlementaires par le système donc du suffrage universel indirect, si ce n'est par nomination? Première chose. Secondo, je pense que il existe encore des Ivoiriens honnêtes qui ont une réelle conviction. Même s'ils sont nommés par le chef de l'État, ils feront le job pour lequel, ou du moins auquel ils croient. Donc je ne vais pas... Quel job? Le Sénat va servir à quoi? Dites-moi exactement. Parce que ça, c'est un point d'achoppement avec l'opposition qui dit que c'est un Sénat, c'est une chambre qui sera budgétivore. La Côte d'Ivoire n'a pas de moyens pour entretenir encore des notables. Quel sera son travail? Je constate aujourd'hui que si ce n'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais appeler cela. Parce que l'opposition, qui est aujourd'hui majoritairement représentée par le FPI, donc le parti de l'ancien chef de l'État, lequel chef de l'État lui-même en son temps savait que le Sénat pourrait être budgétivore, mais il a quand même proposé. Et à cette époque-là, je n'ai pas vu un seul membre de l'opposition s'offusquer. Au contraire, nous étions tous d'accord. Et aujourd'hui, parce que c'est Ouattara qui propose, alors ça deviendrait suspect. Au nom de quoi? Non mais si... Est-ce que quand Laurent Gbagbo... Excusez-moi, permettez-moi de finir. Je dis que Laurent Gbagbo a annoncé que la Côte d'Ivoire donc
aurait donc des sénateurs. Ça n'a choqué personne, ce qui est tout à fait normal. Parce que j'estime que les sénateurs participent de façon active à la vie démocratique dans notre pays. Et moi, étant démocrate, je ne peux que saluer cette proposition-là. Et aujourd'hui, parce que c'est le parti au pouvoir qui propose, donc du coup, l'opposition s'oppose. Mais attendez, Dites-moi, je vous ai posé la question précise. Comment elle va fonctionner, cette chambre? non mais... Pour que vous dites qu'elle va fonctionner, qu'elle soit utile. C'est ça le vrai problème. Il ne s'agit pas d'avoir un Sénat. Je vous posais la question de savoir, est-ce que c'est pour y caser des notables, des amis qu'on n'a pas pu mettre au gouvernement, qu'on n'a pas pu faire élire à l'Assemblée nationale, qu'on va déposer là-bas, qu'on va nommer, histoire de leur donner une rente mensuelle? Vous savez, enfin je l'ai dit tout à l'heure que c'est écrit dans la Constitution qu'une partie des sénateurs, donc un tiers sera nommé donc par le chef de l'État et les deux tiers seront donc élus. Et le Sénat, vous êtes sans ignorer que le Sénat c'est comme les députés, donc ils vont légiférer, ils vont voter des lois, ils vont faire des propositions de loi. Donc c'est le mode de fonctionnement. Ils vont proposer des lois, le Sénat proposera des lois, le Sénat votera les lois, le Sénat donc votera aussi le budget de financement donc Donc vous pensez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a les moyens d'avoir une chambre consultative qui n'a pas de moyens coercitifs, elle peut contrôler, ne pas sanctionner l'exécutif. C'est ce à quoi elle va servir, cette chambre, le Sénat. Oui, pourquoi vous dites cela? Elle peut rejeter certaines propositions faites par le gouvernement, puisqu'elle a le droit de légiférer là-dessus. Bon, passons à un autre sujet qui est aussi un point d'achoppement de l'opposition ivoirienne sur ce nouveau projet de constitution. La succession du président de la République. La succession du président de la République. Il y a beaucoup qui disent que Alassane Ouattara voulait tout simplement régler la question de sa succession. Il veut certainement partir, il n'achèvera certainement pas son mandat. Voilà pourquoi il insiste pour avoir une disposition transitoire lorsque cette constitution sera votée, qu'elle passera. Disposition transitoire pour qu'il puisse désigner son vice-président et que cette constitution s'applique après en 2020. Que dites-vous à ceux qui sont convaincus que le schéma, la vision d'Alassane Ouattara, c'est juste ça, pouvoir désigner son successeur? D'abord, le rôle du vice-président, c'est bien cela. Pourquoi est-ce qu'il y a un vice-président, pourquoi est-ce qu'il propose donc une vice-présidence? C'est bien cela, si j'ai bien compris. C'est très simple, vous savez que la succession a souvent été un problème malheureusement en Côte d'Ivoire. On l'a vu au décès de Houphouët-Boigny, on l'a vu dans plusieurs autres cas. Donc le fait qu'il y ait un vice-président, le vice-président suppléera le chef de l'État une fois que le chef de l'État est en incapacité ou en déplacement. La succession n'a jamais été un problème en Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Vous dites quoi? Quand vous faites décider en décembre 1993, naturellement, au nom de l'article 11 de la Constitution, Réconan Bédié est devenu dauphin de la République, dauphin du président de la République. Il a achevé le mandat de président Félix Houphouët-Boigny. La Constitution de 2000 indiquait que le président de l'Assemblée nationale assurait l'intérim du président de la République si le poste était vacant pendant 90 jours pour organiser des élections sans pouvoir lui-même être candidat. Voilà, la question de la succession du président en cas de difficulté en cours de mandat était réglée. Pourquoi on dit qu'il y a eu des difficultés? Il n'y a jamais eu de difficultés. Il y a eu des difficultés en Côte d'Ivoire quand il s'agissait de crises liées aux élections et non de succession de président. De quoi s'agit-il, M. Ouattara? Pourquoi vous me dites qu'il y a eu problème de succession? Il n'y a jamais eu de problème de succession. Non, peut-être que vous avez mal compris, ma pensée. Et que, oui, vous avez peut-être mal compris ma pensée. J'essaierai de la rendre plus claire. Alors, la nouvelle constitution nous propose donc, au lieu du régime parlementaire ou du régime présidentiel mixte, nous propose donc un régime présidentialiste à la réalité, où il y aura une vice-présidence. Et je pense que ça a été fait dans quel esprit? Ça a été fait au cas où il y aurait une vacance de pouvoir, que la transition se fasse en souplesse. Qu'on ne se pose plus là, qu'on ne reparte plus donc, vers le peuple pour demander sous 45 jours, comme l'est le cas en ce moment, sous 45 jours, donc qu'on élise un nouveau chef de l'État. Parce qu'on sait que les élections ont souvent été la cause de troubles en Côte d'Ivoire. Donc l'initiateur de ce projet de constitution,
imagine qu'il va avoir une succession difficile. Pourtant, le cas ne s'est jamais présenté en Côte d'Ivoire. Non. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de succession difficile. Hein. Non. Les élections ont souvent amené des difficultés en Côte d'Ivoire, notamment la reconnaissance donc, des résultats. Donc, il a estimé que, en cas de vacance de pouvoir, s'il lui arrivait quelque chose, que son mandat puisse aller à terme et se passe dans les bonnes conditions. Oui, mais non, voilà encore un autre point d'attendage, je prends avec l'opposition. L'article, comme vous le dites, qu'est-ce qui était aussi confligent dans la constitution d'août 2000 pour qu'il y ait une nécessité aujourd'hui de mettre en place une nouvelle constitution? C'est quoi qui posait problème Vous êtes sans ignorer que la constitution de 2000, à son article 35, écartait pas mal de filles et de fils ivoiriens qui donc souhaiteraient éventuellement être président. C'est écarté qui? Je vous donne un exemple tout simple. Tout simple. Non, donne-moi un exemple pragmatique. Oui, si, pragmatique et simple, permettez-moi de reprendre à la question. Un exemple tout simple. Elle disait qu'il fallait être de père et de mère ivoirienne, eux aussi des pères et mères, enfin d'origine ivoirienne, donc de père et mère aussi ivoirienne. Mais je vais vous dire, est-ce que vous comprendrez que Michel Gbagbo, fils du président Laurent Gbagbo, et fils donc d'une Française qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, ne puisse pas, s'il le désire, être chef d'État, pour la simple et bonne raison que sa mère est française, alors qu'il a tout fait en Côte d'Ivoire. Cet article vient régler ce problème-là. Et l'article 35 écartait quand même, j'allais dire, beaucoup d'Ivoiriens, notamment ceux nés d'un mariage métis. Pensez-vous qu'on a réellement besoin de cela? Je ne pense pas. Ce n'est pas mon avis. Je pense que celui-ci, au contraire, rassemble tous les Ivoiriens. Donc pour vous aujourd'hui, c'est l'article 35 qui essentiellement qui posait problème dans l'article précédent, dans la constitution précédente ou actuelle. Il n'y a pas que l'article 35 qui causait problème. Celle-ci, je l'ai dit. Mais elle n'a pas posé problème. Cet article, du moins, cet article n'a pas posé problème. Si vous me posez une question, laissez-moi me répondre. Non, mais justement, dans le fil de la question. Si vous me posez une question, laissez-moi me répondre. Dans le fil de la question, histoire vous savez tous que l'article 35 a causé de réels problèmes. À qui? Aux Ivoiriens. Pas à Michel Gbagbo, en tout cas. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Attendez. Je dis à beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce que ça a posé problème à Ouattara? Je dis, non, l'article 35 a causé beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Ou du moins, l'ancienne constitution comportait donc des articles confligents, notamment l'article 35. Je le dis, de vous à moi. Vous n'avez pas posé problème à Michel Gbagbo. Parce que Michel Gbagbo ne s'est jamais présenté pour être candidat à la présidence. Il s'est présenté que ça gênait. Non. Je dis que l'article... Non, ne faites pas la langue de bois. Ne faites pas de cela... Attendez. Ne faites pas de cela une question personnelle. Parce que je vous vois venir à la réalité. Vous voulez forcément que je dise que l'article 35 causait un problème à telle ou telle personne. Vous le droit de le dire. Mais l'article... Non, c'est pas ça la réalité. Non, c'est pas ça la réalité. Non, l'article 35, je ne parle pas. Je dis que l'article 35 gênait les Ivoiriens nés d'un mariage mixte. C'est clair et net. Non, mais je peux une question. Non, mais attendez. Non, monsieur Oro. Je peux vous la poser. Monsieur Oro. Est-ce que l'article 35 dérangeait Ouattara? Monsieur Oro, l'article 35, à ma connaissance, ne dérangeait pas Ouattara. Mais c'est les interprétations que faisaient certaines personnes qui avaient malheureusement le pouvoir qui ont créé ce cafouillage-là, en fait. Mais je vais vous dire une chose simple. Une question toute simple. Vous avez lu l'article 35 de la Constitution? Ici, c'est moi qui pose des questions, non, mais oui, je sais que c'est vous qui posez des questions, mais je aussi le droit de vous poser des questions pour bien comprendre en fait votre pensée. Bon, allez-y. Entre Michel Gbagbo et Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, de vous à moi, si on doit se référer qu'à la couleur de la peau, qui semble être ivoirien? À la couleur de la peau? Oui. Mais vous savez que on ne juge pas la nationalité d'un individu à la couleur de sa peau. Très bien. Vous le savez, donc non, voilà. Non, c'est juste la carte d'identité nationale qui prouve que tu es ressortissant de tel ou tel autre pays. On est d'accord là-dessus. C'est justement ce que je voulais faire. C'est justement ce que je voulais vous entendre dire. Il nous reste que deux petites minutes. C'est justement ce que je voulais vous entendre dire. Mais l'article 35, on est tous d'accord que l'article 35 éliminait d'emblée
Michel Babo. Mais ça a éliminé Alassane Ouattara en 2000. Non. Alassane Ouattara, à ce que je sache, ce que j'ai toujours su. Ça a éliminé Alassane Ouattara en 2000. À ce que je sache. C'est un fait. À ce que je sache, Alassane Ouattara est né d'un père et d'une mère ivoirienne. Et à l'époque où il naissait d'ailleurs, la Côte d'Ivoire. Ça l'a éliminé en 2000. On a l'arrêt du juge constitutionnel Tiakouni qui l'a dit. Oui, mais Tiakouni l'a dit sous une pression politique. Ah bon? Oui, bien sûr, sous une pression politique, puisque les parents que ce soit la mère ou le père, Alassane Ouattara, ils sont tous ivoiriens. Ça ne nous a pas échappé que même son propre grand frère était quand même vice-président de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, l'article 35 était confligé, ça il faut le reconnaître. Il ne créait pas Je dis que l'article 35 aucun problème à Alassane Ouattara. Aucun. Nous allons continuer à la chute de notre conversation. Aujourd'hui, vous, quand vous regardez cette, comme on l'avait dit, vous avez lu les 184 articles de ce nouveau projet de constitution. Quel sentiment général cela vous donne? Oui, très bien. Je dois vous avouer qu'en lisant donc tous les articles de la Constitution, je les compare à celle de 2000. Je trouve qu'elle est nettement meilleure à celle de 2000, en plusieurs points. Elle promeut l'égalité homme-femme. Elle donne plus de droits aux handicapés. Et aussi, elle réaffirme donc le fait que nous devons donc protéger l'environnement. Et là-dedans, la disposition qui m'intéresse le plus reste quand même celle des parlementaires pour la diaspora. Parce que vous êtes sans ignorer tout le combat depuis de nombreuses années que j'ai pu mener donc, auprès des Ivoiriens de la diaspora. Donc moi, au regard de toutes ces avancées-là, je pense que je n'hésiterai pas un seul instant à battre campagne pour que le but puisse l'emporter. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ceux qui sont réticents face à ce nouveau projet de constitution, pour véritablement leur faire comprendre et accepter que, comme vous le dites, il est bon pour la Côte d'Ivoire, il est bon pour la cohésion nationale, il est bon pour la cohésion sociale? Alors, oui, je pense que l'article est... Dans la Constitution, il y a un article quand même qui intéresse quasiment tout le monde. Tous les Ivoiriens, on a su à un moment donné, dans nos villages, dans nos campagnes, on a vu donc pas mal de palabres qu'il y a eu à un moment donné entre les éleveurs et puis donc les agriculteurs, du simple fait que les bœufs ou les moutons donc, de ces éleveurs-là allaient brouter malheureusement donc, les champs de maïs ou les champs de manioc, de patates. On a aussi vu donc les différentes crises, tensions qu'il y a eu entre les allogènes et les autochtones pour les questions foncières. Et cet article-là, aujourd'hui, vient régler de façon définitive le problème du foncier en Côte d'Ivoire. Seul peut être détenteur donc, de terres l'État, les collectivités territoriales et aussi les Ivoiriens. Les étrangers n'ont plus droit d'être propriétaires donc, de terres en tout cas. J'aimerais donc inviter donc, tous les Ivoiriens de la diaspora donc, au regard donc, des grandes avancées qu'il y a dans la nouvelle constitution, notamment au niveau donc, les parlementaires, puisque la diaspora a donc, bientôt des parlementaires pour défendre donc, leur point de vue au Sénat et dans d'autres chambres. J'aimerais donc les inviter le 30 octobre à aller voter massivement le 8 au Palais des Congrès de Montreuil. Je vous remercie. Merci M. Bémitian Ouattara. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau d'Event News TV. Chers téléspectateurs d'Event News, nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. Monsieur Bémitian, merci. Merci.